Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Type de données en sciences et économiques. Donc, ce séminaire se tournera autour des données économiques et statistiques et descriptives. Tout cela avec Dr Sakina Boudia, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sakina. Dr Sakina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci infiniment, mademoiselle. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers participants. Soyez les bienvenus. Donc, comme a déjà dit la demoiselle, aujourd'hui, on verra les types de données économiques existants. Donc, notre plan de travail va porter sur, premièrement, les données économiques, deuxièmement, sur les statistiques descriptives. Mais on va baser sur les types de données économiques. D'accord? Donc, pourquoi étudier les données économiques? Tout d'abord, on doit savoir quelles sont les données ou bien les types de données économiques les plus répandus. Donc, les économistes ont séparé ou bien ont catégorisé les données économiques en trois parties, donc bien trois types. Donc, on a les données en coupe transversale, on a, ou bien en anglais, ce qu'on appelle the cross data, on a les séries chronologiques, ou bien ce qu'on appelle en anglais the time series data, et on a le troisième type qui englobe les deux précédents. Donc, elles s'appellent les données de panel. Donc, les données de panel ou bien de panel data, c'est l'intersection entre les données en coupe transversale et les séries chronologiques. D'accord? Donc, pourquoi catégoriser les données économiques? Pourquoi? Donc, les données économiques servent ou bien permettent de modéliser les phénomènes économiques afin de les étudier. Par exemple, le phénomène de l'inflation. D'accord? Donc, c'est un phénomène économique. On doit l'étudier. À travers quoi? À travers ces trois types qu'on a cités. D'accord? Ou bien la croissance économique. Ça, c'est un indice économique ou bien un phénomène économique. On peut l'étudier. D'accord? Tout ce qui est indice économique ou bien tout ce qui est phénomène économique, comme par exemple le déficit budgétaire. Donc, on peut l'étudier aussi via les données en coupe transversale, etc. En analysant chaque type de données d'une façon bien précise. D'accord? Donc, tout cela permet de faire quoi? Ce qu'on appelle l'économétrie. Donc, l'économétrie permet d'étudier ou bien de modéliser les phénomènes économiques. D'accord? Donc, les données économiques, il existe différents types de bases de données économiques. Donc, qui dit base de données économiques dit, par exemple, les bases de données qui se trouvent sur Internet, que ce soit national ou bien local ou bien international, telles que les statistiques de l'ONS, l'Office national des statistiques, ou bien telles que les statistiques de la Banque mondiale,
ou bien, je ne sais pas, n'importe quelle base de données mondiale. Donc, ces données-là, bien ces statistiques-là, permettent d'analyser les phénomènes économiques. Alors que certaines méthodes économétriques peuvent être directement appliquées à de nombreux types de bases de données. Donc, comme je vous ai déjà dit, chaque type de données a sa propre méthode d'analyse. Certaines méthodes présentent des particularités dont il faut tenir compte si nous désirons en exploiter le plein potentiel. Donc, où on peut trouver ces bases de données-là? Bien sûr, sur Internet, ou bien au niveau des établissements publics, ou bien privés, ou bien, je ne sais pas moi. Tout ce qui est statistique économique, qui comporte, par exemple, la masse salariale, comporte le taux de déficit, comporte les recettes et les dépenses du budget d'État, etc. D'accord? Alors, on commence par le premier type de données économiques, ce qu'on appelle les données en coupe transversale. Alors, donc les données en coupe transversale, c'est une base de données en coupe transversale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, base de données? Base de données, c'est un tableau qui comporte des lignes et des colonnes. Donc, les colonnes représentent des champs et les lignes représentent des enregistrements. C'est ça une base de données. D'accord? Donc, elle est composée d'un échantillon d'individus. Donc, en statistique, on a la population et on a l'échantillon. Donc, l'échantillon, c'est une partie qu'on peut la tirer depuis la population parce qu'on ne peut pas étudier la population tout entière. On va prendre un petit échantillon afin de faciliter l'étude, bien l'analyse. D'accord? Donc, quel type d'individu qu'on peut étudier? On peut étudier les ménages, on peut étudier les entreprises, les villes, les États, les pays ou autres unités. Donc, observer à un certain moment dans le temps. Donc, c'est ça l'astuce. Elle est observée à un moment bien précis, par exemple par heure, d'accord? Ou bien par mois, ou bien par an, d'accord? Donc, il arrive que les données n'aient pas été recueillies exactement au même moment pour l'ensemble des unités d'observation. Je vais vous donner un exemple. Lors d'une enquête, plusieurs familles peuvent être interrogées au cours de différentes semaines, d'une même année bien sûr. Dans une analyse en coupe transversale pure, donc on a tendance à ignorer ces petits décalages temporels bien sûr qui interviennent au moment de la collecte de données. Alors là, on ne peut pas collecter les données en même temps, mais on doit les collecter dans le même intervalle, par exemple l'année 2024. D'accord? Autrement dit, même si toutes les familles ne sont pas interrogées au cours de la même semaine, la base de données sera malgré tout considérée comme une base de données en coupe transversale. Pour cela, on appelle ça across data. D'accord? Donc, une caractéristique importante des données en coupe transversale est la possibilité d'obtenir un échantillonnage aléatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aléatoire? Ça veut dire que les individus ne sont pas homogènes. C'est ça aléatoire. D'accord?
Donc, à partir de la population sous-jacente. Donc, par exemple, si nous pouvons obtenir des informations sur le salaire, le niveau d'études et l'expérience, en tirant aléatoirement 500 personnes de la population active. Qu'est-ce que ça veut dire la population active? Ça veut dire la population qui travaille, d'accord? Qui ont une activité, que ce soit économique ou bien une activité commerciale. C'est ça la population active. Ça veut dire ils sont déclarés comme étant une masse salariale. D'accord? Alors, nous disposons d'un échantillon aléatoire de cette population. Donc, cette stratégie d'échantillonnage est la plus couramment abordée dans un cours d'introduction à la statistique et son utilisation simplifie l'analyse de données en coupe transversale. Donc, pour cela, j'ai choisi d'aborder le deuxième axe qui porte sur les statistiques descriptives. Donc, s'il va nous rester du temps, on va aborder même les statistiques descriptives. Mais moi, je voulais aborder sur les données ou bien les types de données économiques. D'accord? On va baser sur ces derniers. Donc, l'annexe C propose une révision de l'échantillonnage aléatoire. Dans certaines circonstances, il n'est pas approprié d'analyser des données en coupe transversale en se reposant sur l'hypothèse d'échantillonnage aléatoire. Par exemple, si nous désirons d'étudier les facteurs qui déterminent l'accumulation de richesses dans une famille, nous pouvons mener une enquête auprès d'un échantillon aléatoire. Mais certaines familles refuseront de divulguer leur patrimoine. Or, si la probabilité de refus est plus élevée pour les familles les plus riches, cet échantillon ne correspondra pas à un échantillon aléatoire et ne sera pas représentatif de la population. Donc, est-ce que vous avez compris? Par exemple, moi, j'ai choisi une population des personnes qui sont, par exemple, des salariés, mais, par exemple, les plus riches refusent de déclarer leur patrimoine. D'accord? Alors là, l'étude va baser sur les plus pauvres. Donc, ça ne va pas devenir un échantillon aléatoire. D'accord? Il va devenir orienté. D'accord? Ou bien basé sur un objet. C'est l'objet de la richesse. Alors, pour cela, on doit toujours tirer un échantillon aléatoire, car les individus ne doivent pas être homogènes. D'accord? Donc, ce point illustre le problème de sélection de l'échantillon que nous aborderons plus en détail dans le chapitre 17. Donc, il va nous rester du temps, on va l'aborder. Donc, l'hypothèse d'échantillonnage aléatoire est également violée lorsque le nombre d'unités dans l'échantillon est proche de la taille de la population. Donc, c'est souvent le cas pour les unités géographiques. Dans ces cas-là, le problème potentiel est que la taille de la population n'est pas suffisamment grande pour respecter l'hypothèse selon laquelle les observations sont tirées de manière indépendante. Donc, qui dit population grande, les statisticiens disent que la population ou bien la taille de l'échantillon doit dépasser les 200 individus. D'accord? Donc, par exemple, si l'on cherchait à étudier le développement
de nouvelles activités commerciales dans différentes régions en fonction des niveaux de salaire, les prix des énergies, les impôts sur les entreprises, les impôts fonciers, la disponibilité des services, la qualité de la main-d'œuvre et les autres caractéristiques de la région. Il est très improbable que les activités commerciales qui se développent dans deux régions voisines soient indépendantes. Donc, alors là, les méthodes économétriques que nous abordons dans cet ouvrage fonctionnent toujours dans ce genre de situation, mais elles doivent parfois être raffinées. Dans la plupart des cas, nous allons ignorer ces complexités et nous analyserons ces situations dans le cadre de l'échantillonnage aléatoire, même si il n'est pas techniquement rigoureux de procéder ainsi. Donc, alors, quelle est le premier astuce pour étudier les données économiques? C'est que l'échantillon doit être aléatoire. Il n'y a pas d'homogénéité entre les individus. D'accord? Donc, les données en coupe transversale sont largement utilisées en sciences sociales. D'accord? Donc, qui dit sciences sociales dit l'économie, parce que l'économie, c'est une branche des sciences sociales. D'accord? Ce n'est pas une science exacte, c'est une science sociale, l'économie. Donc, l'analyse de données en coupe transversale s'inscrit fortement dans le champ de la microéconomie appliquée, ou bien ce qu'on appelle l'économétrie. Comme en économie de travail, la finance publique, l'économie industrielle, l'économie urbaine, la démographie et l'économie de la santé. Donc, les données sur les individus, les ménages, les entreprises et les villes que l'on récolte à un moment donné dans le temps. Donc, soit nous, on récolte les données, d'accord, via les entretiens, soit on peut les tirer à travers les bases de données qui existent sur Internet, d'accord? Donc, sont importantes pour tester les hypothèses microéconomiques et pour évaluer des politiques diverses et variées. Donc, ça permet d'étudier les politiques économiques, d'accord? Soit politique monétaire, soit politique financière. Donc, les données en coupe transversale que nous utilisons dans cet ouvrage sont disponibles sous format informatique, ce qui permet de les consulter et de les stocker sur un ordinateur. Donc, le tableau numéro 1 contient un extrait d'une base de données composée de 526 personnes en emploi au cours de l'année 1976. Il s'agit d'un extrait de la base de données Wage One Points ou bien Dots Raw. Wage veut dire salaire, d'accord? Les variables sont wage veut dire salaire, en dollars par heure. Éduque, qui veut dire le nombre d'années d'études, expert, qui veut dire les noms d'années d'expérience potentielle sur le marché du travail, female, qui veut dire pour indiquer si la personne est une femme, et married status, marital, en anglais marital status, c'est-à-dire le statut marital, si la personne est mariée ou pas. Ces deux dernières variables sont par nature binaire, 0 et 1. Donc, il faut savoir le code binaire ici. Je ne sais pas si vous avez des connaissances en informatique, mais pour étudier ces types de données économiques, il faut apprendre le code binaire. Donc, le code binaire, il se compose de deux numéros, 1 et 0. Donc, ils servent à indiquer les caractéristiques qualitatives des individus. Donc,
si vous avez, je ne sais pas si vous avez assisté à mon séminaire des statistiques descriptives, mais il existe deux types de statistiques. Statistiques ou bien données qualitatives et données quantitatives. Donc, données qualitatives des individus, ça veut dire la personne est une femme ou non, ou bien la personne est mariée ou non. D'accord? Donc, on va discuter longuement ces variables dans l'axe numéro 2, d'accord? Il nous va rester du temps. La variable OBSNO dans le tableau 1 représente le numéro d'observation attribué à chaque personne de l'échantillon. Contrairement aux autres variables, il ne s'agit pas d'une caractéristique de l'individu. Tous les logiciels économétriques attribuent un numéro à chaque unité d'observation. Donc, quels sont les logiciels économétriques qu'on peut utiliser avec ces types de données transversales ou bien en coupe transversale? On a le logiciel eViews. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ce logiciel eViews. Donc, il permet de modéliser les phénomènes en économétrie. eViews. D'accord? Donc, en vous fiant à votre intuition, vous devez comprendre que pour des données comme celle de la table 1, table 1, peu importe de savoir quelle personne est étiquette d'observation. Quelle personne est étiquetée d'observation 2, ainsi de suite. Donc, le fait que l'ordre de données n'a pas d'importance pour l'analyse économétrique est une caractéristique fondamentale des bases de données obtenues par échantillonnage aléatoire. D'accord? Donc, puisque l'ordre des données n'est pas important, ça veut dire que cet échantillon est aléatoire. D'accord? Donc, voilà le tableau qu'on a déjà parlé. C'est une base de données coupe transversale indiquant les salaires et d'autres caractéristiques individuelles. Est-ce que vous voyez? Donc, on a des lignes et des colonnes. Donc, les colonnes représentent les champs. On a le champ ABSNO, c'est-à-dire le nombre d'observations. Wage veut dire le salaire. Éduque, le nombre d'années d'études ou bien le niveau d'études. Expert, le nombre d'années d'expérience. Female, ça veut dire homme ou bien femme. Si c'est une femme, je vais mettre le numéro 1. Et si c'est un homme, je vais mettre le numéro 0. D'accord? Married, s'il est marié, je vais mettre 1. Sinon, je vais mettre 0. Donc ça, c'est un tableau ou bien c'est une base de données en coupe transversale. Elle est prise à un moment bien précis. Par exemple, une semaine bien précise. Est-ce que c'est compris? Donc, dans les bases de données en coupe transversale, il arrive que certaines variables ne correspondent pas exactement en même période de temps. On a déjà dit ça. Par exemple, afin de déterminer les effets de la politique du gouvernement sur la croissance économique de long terme, les économistes ont étudié le lien entre la croissance réelle, mesurée par le produit intérieur brut, le PIB, par habitant au cours d'une certaine période, par exemple de 1960 à 1985, et un ensemble de variables déterminées en partie par la politique du gouvernement. Ici, les dépenses publiques en 1960, exprimées en pourcentage du PIB et la proportion d'adultes diplômés du secondaire en 1960. Donc, ce type de base de données se présente sous une forme similaire au tableau numéro 1-2, qui est en fait une partie de la base de données utilisée pour l'étude comparative des deux croissances entre pays par le long et Summers 1991. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, on a deux bases de données. On va faire une comparaison entre deux pays. Parce que ces deux bases de données sont relatives à deux pays différents. D'accord? Donc, la variable
GP, CRG, DP représentent la croissance réelle moyenne du PIB par habitant au cours de la période allant de 1960 à 1985. Donc, le fait que les variables gov 60, dépenses publiques exprimées en pourcentage du PIB, et second 60% de la population adulte diplômée du secondaire correspondent à l'année 1960, alors que GPCR, GDP est la croissance moyenne au cours de la période 1960-1985. Ne pose aucun problème particulier. Nous pouvons les traiter comme les données en coupe transversale. D'accord? Pourquoi? Je vais vous poser une question. Pourquoi je les ai classés comme données en coupe transversale? Parce que je les ai tirés au bout d'une période bien précise. C'est la même période. D'accord? C'est ça l'astuce des données en coupe transversale. Donc, les observations sont ici ordonnées par pays de manière alphabétique. Donc, ils sont triés par ordre alphabétique, mais ce rangement n'affecte en rien les analyses qui en découlent. Donc, voici mon tableau. C'est une base de données sur les taux de croissance économique et les caractéristiques du pays. Donc, voilà, vous voyez le champ. Donc, le champ comporte quoi? Comporte le taux de croissance, le nom du pays, comporte le PIB ou bien le produit intérieur brut, comporte aussi les dépenses publiques, etc. Donc, est-ce que vous voyez? C'est ça le type. Donc, lorsque vous voyez un tableau comme celui-là, vous pouvez juger que c'est une base de données en coupe transversale. D'accord? Maintenant, on va passer au deuxième type de données économiques, ou bien ce qu'on appelle les séries chronologiques. En anglais, the time series data. D'accord? Donc, une base de données de séries chronologiques, elle est composée d'une ou plusieurs variables observées au cours du temps à plusieurs reprises. Ça veut dire, quelle est la différence entre les données en coupe transversale et les séries chronologiques? Les données en coupe transversale, ils sont prises dans un moment bien précis ou bien en même temps. Mais les bases de données séries chronologiques sont observées au cours de plusieurs reprises. Par exemple, de l'année 2000 jusqu'à l'année 2024. D'accord? Donc, comme exemple de série chronologique, on peut citer les prix des actions, l'offre de monnaie, l'indice des prix à la consommation, le produit intérieur brut, le taux d'homicide par an, le chiffre d'affaires de l'industrie automobile. Donc, en sciences sociales, le temps représente une dimension importante du fait que les événements passés peuvent influencer les événements à venir et que les comportements ne se modifient pas instantanément. Donc, une caractéristique fondamentale des séries chronologiques qui les rendent plus difficiles à analyser que les données en coupe transversale et que les observations économiques ne sont pas presque jamais indépendantes au cours du temps. Dans la plupart de ces cas, ces séries chronologiques sont fortement indépendantes de leur passé précédent, bien récent. Par exemple, l'estimation du produit intérieur brut PIB au cours du trimestre précédent nous renseignera plutôt bien sur l'ordre de grandeur du PIB pour le trimestre en cours. Le PIB a en effet tendance à rester relativement stable d'un trimestre à l'autre. D'accord? Donc, à travers les séries chronologiques, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en déduire
ou bien je peux prévenir les valeurs des années à venir. Par exemple, j'ai une série chronologique de données de l'année 2000 jusqu'à l'année 2024. À travers ces données-là, je peux prévenir, par exemple, le taux d'inflation pour l'année 2030, par exemple. D'accord? Donc, ça permet de faire des prévisions. La plupart des procédures économétriques peuvent être utilisées tant sur données en coupe transversale que sur séries chronologiques. Pour justifier l'utilisation des méthodes économétriques standards, il est néanmoins nécessaire de préciser davantage les conditions sous lesquelles les modèles économétriques sur séries chronologiques sont valides. Ces méthodes économétriques ont d'ailleurs fait l'objet de modifications et d'améliorations visant par exemple à mieux tenir compte de la dépendance naturelle ou de la tendance temporelle présente dans des séries chronologiques en économie. On verra la différence entre les données en courbe transversale et les données de séries chronologiques. Donc, une autre caractéristique des séries chronologiques nécessite une attention particulière car il s'agit de la fréquence à laquelle les données sont collectées. En économie, les fréquences les plus courantes sont la journée, la semaine, le mois, le trimestre et l'année. Par exemple, les prix des actions sont souvent enregistrés à une journée d'intervalle en excluant les jours fériés, les samedis et les dimanches. L'offre de monnaie de l'économie américaine, par exemple, est enregistrée toutes les semaines. De nombreuses séries macroéconomiques sont annoncées une fois par mois, notamment l'inflation et le taux de chômage. D'autres séries macroéconomiques sont enregistrées de façon moins fréquente. Par exemple, chaque trimestre, donc le produit intérieur brut est un exemple bien connu de série trimestrielle. D'autres séries chronologiques, comme le taux de mortalité infantile par État aux États-Unis, ne sont disponibles que sur la base de données annuelles. Donc, alors, vous ne cassez pas la tête. Vous pouvez trouver ces données structurées, que ce soit par mois ou bien par an, ou bien je ne sais pas moi. Vous pouvez les trouver structurées dans les liens électroniques des bases de données mondiales. Par exemple, je ne sais pas moi, l'OMS, par exemple, la Banque mondiale, je ne sais pas moi, les organisations internationales, d'accord? Ou bien les bases de données locales, comme je vous ai déjà dit. Est-ce que c'est clair? Donc, de nombreuses séries chronologiques observées sur base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle font état d'une forte saisonnalité dont il faut tenir compte dans l'analyse des séries chronologiques. Par exemple, les variations mensuelles observées pour les constructions de logements s'expliquent d'abord par les changements de conditions météorologiques. Donc, nous apprendrons à régler le problème de la saisonnalité dans le chapitre 10. Donc, s'il va nous rester du temps, on va étudier ces problèmes-là. Donc, le tableau 3 présente une base de données de séries chronologiques de Castillo, Freeman et Freeman 1992 qui utilise pour analyser les effets de salaire minimum au Puerto Rico. Dans cette base de données, la première observation correspond à l'année disponible, la plus ancienne. La dernière observation correspond à l'année disponible la plus récente. Donc, c'est évident. Quand les méthodes économétriques sont utilisées pour analyser les séries chronologiques, il est conseillé de conserver les données dans l'ordre
chronologique. Donc, quelle est la condition dans ce type de données série chronologique? C'est de classer les données par ordre chronologique, du plus petit vers le plus grand. D'accord? Donc, voici le tableau. Donc, cette base de données représente une série chronologique qui comporte le salaire minimum, le chômage et les données associées pour Puerto Rico. Donc, voilà, on a le numéro de l'individu, on a l'année, the year, on a average minimum, average veut dire la moyenne, average curve, etc. Donc, ce sont des termes anglais, donc je les ai déjà expliqués. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que les années sont classées par ordre chronologique, 1950, 1951, 1952 jusqu'à 1987. Donc, c'est ça la condition qui permet d'étudier les séries chronologiques. C'est de classer les données par ordre chronologique. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la différence entre les données en coupe transversale et les données de série chronologique? Donc, le premier tableau des données en coupe transversale ne comporte pas des années, ou bien des mois, ou bien des semaines. On a une seule semaine, d'accord? Ou bien une seule minute, ou bien une seule, je ne sais pas moi, un seul moment bien précis. Mais la série chronologique comporte plusieurs temps, ou bien plusieurs années. C'est ça la différence. D'accord? Alors, donc la variable AVG min fait référence au salaire minimum moyen annuel. Donc, average en anglais, c'est la moyenne. Et AVG cov est le taux de couverture moyen. Donc, average de couverture, c'est-à-dire la moyenne de couverture, c'est-à-dire le pourcentage de salariés couverts par la loi sur le salaire minimum, le SMIG. Donc, FREMP est le taux de chômage et PRGMP, c'est le produit intérieur brut en millions de dollars exprimé en dollars de 1954. Dans les chapitres consacrés à l'étude de séries chronologiques, nous analyserons ces données plus en détail afin de mesurer l'effet du salaire minimum sur l'emploi. Donc, moi, je ne vais pas modéliser ces données. Aujourd'hui, on verra juste comment séparer ou bien comment catégoriser les données économiques. Donc, plus tard, pourquoi pas organiser un séminaire qui permet d'analyser ces données via un logiciel tel que, par exemple, eViews, comme je vous ai déjà dit, ou bien, par exemple, SPSS, ou bien, je ne sais pas moi, Amos, etc. Donc, il existe plusieurs logiciels qui permettent, SmartPLS aussi. Donc, ces logiciels-là permettent d'analyser et d'étudier et de modéliser les phénomènes économiques, bien sûr, après avoir séparé les données en les trois types qu'on a déjà cités. Maintenant, on est arrivé au troisième type qui s'appelle les données de panel ou bien ce qu'on appelle de panel data. Donc, après avoir identifié les deux types précédents, je vous dis que ce type-là, les données de panel, c'est l'intersection entre le premier tableau et le deuxième tableau. C'est-à-dire, ça permet d'englober les données en coupe transversale et les séries chronologiques. C'est un tableau dynamique croisé. D'accord? Si vous avez, je ne sais pas si vous avez des connaissances en informatique, mais il y a des bases de données qui s'appellent des tableaux dynamiques croisés. Donc, ils comportent plusieurs données. Ça veut dire
les champs ou bien les colonnes comportent des champs et les lignes aussi comportent des champs. C'est faisable ça en informatique. D'accord? Donc, une base de données de panel ou bien des données longitudinales contient des séries chronologiques pour chacune des unités reprises dans la coupe transversale. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, une telle base de données vous permet d'observer le salaire, le niveau d'études et l'expérience professionnelle d'un ensemble d'individus que l'on suit au cours du temps sur une période de 10 ans. Donc, est-ce que vous voyez maintenant? J'ai englobé les deux tableaux dans un seul tableau. Donc, il est également possible de recueillir des informations sur la structure financière et les investissements pour un même groupe d'entreprises pendant 5 ans. Donc, les données en panel peuvent aussi concerner les unités géographiques. Par exemple, considérons un exemple fixe de compter aux États-Unis. Nous pouvons obtenir pour les années 1980, 85 et 90 les données sur les flux d'immigration, le taux d'imposition, le taux de salaire, les dépenses publiques, etc. Donc, les caractéristiques fondamentales des données de panel qui les distinguent de simples données empilées et que les unités que nous suivons au cours du temps restent les mêmes. Dans les exemples précédents, cela signifie que les différentes coupes transversales contiennent les mêmes individus, l'entreprise ou comté. Donc, les données du tableau 1, 4 ne sont pas considérées comme des données parce que les maisons vendues en 1993 ne sont pas forcément les mêmes que celles vendues en 1995. Donc, si certaines maisons peuvent apparaître à deux reprises, cela relève plus de l'expression que la règle. Et le nombre de cas est souvent négligeable. En revanche, dans le tableau 5, nous avons des données de panel concernant un échantillon fixe de 150 villes aux États-Unis, dont on observe notamment le taux de la criminalité de moment dans le temps en 1986 et 1990. Donc, ce tableau-là représente quelques caractéristiques intéressantes. Alors, moi, je vais arrêter là. D'accord? Donc, et je vais vous donner comment choisir votre échantillon parce que c'est une partie très importante qui permet de séparer ou bien de catégoriser les données, d'accord? Ou bien de distinguer l'un de l'autre. Je vais vous donner l'échantillonnage. Voilà, on commence par la définition des statistiques descriptives. Donc, la statistique, c'est une branche des mathématiques qui a pour objet l'analyse et l'interprétation des données quantifiables. Quantifiable veut dire qu'on peut les mesurer, d'accord? Donc, on peut distinguer deux branches, statistiques descriptives et statistiques inférentielles. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner les statistiques descriptives. Donc, dont le but est la description des données. Donc, les domaines d'utilisation des statistiques descriptives sont partout où l'on dispose de données. Donc, on a l'industrie, on a l'économie, la finance, la santé, la biologie, l'environnement, la psychologie, les sciences de l'éducation, sociologie, anthropologie, etc. On commence par définir la population. Donc, c'est l'ensemble d'unités statistiques de même nature sur lequel on recherche les informations quantifiables. Il s'agit de l'univers de référence lors de l'étude. Je vais vous donner un exemple. Personne d'un pays, c'est une unité statistique qui représente une personne.
Ensemble de la production d'une usine, c'est l'unité qui s'appelle produit. Ensemble des prix d'articles de consommation, l'unité qui s'appelle prix, etc. Donc, ce sont des individus. C'est quoi l'échantillon? C'est un sous-ensemble d'une population sur laquelle on effectue une étude statistique. Donc, fraction de la population des pays, 1000 personnes par 60 millions. L'échantillonnage, donc c'est un ensemble des opérations destinées à former l'échantillon. Et on peut sélectionner d'une partie de la population. La variable, ce sont des caractéristiques mesurables à laquelle on peut attribuer plusieurs valeurs différentes. Les types de la variable, on a deux types, quantitative et qualitative. La variable quantitative, donc elle est continue et elle est discontinue, d'accord? Donc, la variable quantitative continue peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle, le poids, le revenu, la longueur, l'âge, le temps, etc. Et la discontinue ou bien discrète, elle ne peut prendre que des valeurs isolées, par exemple le nombre d'enfants dans une famille. La variable qualitative que je vous ai donnée précédemment, comme par exemple le statut marital, ou bien par exemple mâle ou bien femelle. Donc on a deux types. On a nominal, comme par exemple la couleur, comme par exemple, comme je vous ai déjà dit, le genre, etc. Et ordinal, par exemple, faible, moyen, fort. Donc ils sont classés. D'accord? On a dichotomique, qu'on a déjà vu, les valeurs binaires. 1 et 0, vrai ou faux, oui ou non, homme ou bien femme, etc. Et catégorial, les modalités sont les catégories, couleur, genre, etc. Donc, alors là, on a les paramètres de position. Je ne vais pas aborder ces trucs-là. Je vais vous donner comment faire l'échantillonnage. Parce que c'est très important. Voilà, l'échantillonnage. On a deux types d'échantillonnage. On a l'échantillon probabiliste et on a l'échantillon non probabiliste. Le premier, c'est le tirage au hasard et l'échantillonnage stratifié. L'échantillonnage non probabiliste, ce sont des méthodes de quota, méthode des itinéraires, échantillonnage de convenance et échantillonnage boule de neige. D'accord? Donc, on utilise pleinement le hasard lorsque chaque individu de la population a une chance connue, égale et non nulle d'être choisi au sein d'un échantillon. Donc, lorsqu'on utilise le hasard, la procédure de norme probabiliste ou aléatoire, notez que le hasard probabiliste et aléatoire sont synonymes. Si l'échantillon d'une recherche est formé au hasard, sa représente sera plus grande, ou bien sa représentativité sera plus grande, ainsi que la validité de la recherche sera aussi plus grande. D'accord? Donc, généralement utilisée sur de grands échantillons, elle s'avère très coûteuse. Aléatoire simple, il faut disposer de la liste de tous les individus de la population, par exemple, étude de la qualité des aliments servis dans un complexe de 300 travailleurs. Et on a aléatoire systémique, le premier sujet de la liste est choisi au hasard les individus, ou bien les suivants de façon systémique, pas de sondage. D'accord? Alors, ce qui nous intéresse pour les données économiques, c'est l'échantillon aléatoire. Pour cela, je vous ai donné ces définitions-là. Donc, vous pouvez lire le document tout entier après avoir clôturé ou bien ce séminaire. Et c'est très important pour apprendre
comment faire l'échantillonnage des données économiques, d'accord? Donc, on s'arrête là pour le cours d'aujourd'hui et je vais vous donner la parole pour poser vos questions. Donc, qui ont des questions à poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Donc, qui a une question à poser? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. C'est bon? Tout est clair? Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions, docteur. Et je pense que vous avez terminé votre séminaire, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a un étudiant qui est en train d'écrire sa question. Et il dit que tout est clair pour lui. Très bien, très bien. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez assimilé ce qu'on a abordé aujourd'hui. Et merci infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour être capable de recevoir votre certificat de participation. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra dans nos prochaines activités ou encore demain avec le dernier cours de la formation des outils d'analyse du marché et les derniers cours de nos formations marketing digital. Et également, vous avez les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante, dont également son dernier cours sera le jeudi. Et vous avez également, pour les nouveaux, veuillez rester connectés pour être capable d'assister au symposium du programme de licence en management et en technologie de l'information. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.